Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis François Langlais, directeur de la rédaction d'Enjeux les Échos, et j'ai le plaisir d'être le modérateur de ce débat consacré, vous le savez, à la rentabilité peut-elle servir le progrès. Juste quelques mots pour poser notre sujet et en quelque sorte définir notre ordre de mission. Je crois qu'on sort d'une période tout à fait exceptionnelle, comme le capitalisme en vit une ou deux par siècle. C'est une période de libéralisme intense, au cours de laquelle le nombre des habitants de la planète vivant en économie de marché a fait plus que doubler sur une période de 15 ans. Une période où, bien sûr, on a exalté sans relâche les vertus du marché, où l'entreprise et ses dirigeants ont acquis un pouvoir très important dans nos sociétés. C'était une période d'excès, sans aucun doute. On se souvient de la fameuse bulle technologique, la bulle financière, la bulle des marchés financiers à la fin des années 90. Mais c'est aussi une époque de progrès considérable pour nombre de pays. Elle a débuté au plan symbolique, vous vous en souvenez, en novembre 89, au moment de la chute du mur de Berlin, qui a initié la conversion à l'économie capitaliste de tout l'ex-bloc soviétique. Évidemment, la Chine et l'Inde, sans avoir de mur, ont suivi une évolution tout à fait similaire. Très probablement, je pense que nos intervenants auront le même sentiment, cette période est en train de se terminer. Non pas seulement parce qu'elle a suscité des contestations, mais aussi parce qu'elle a ses inconvénients qui se sont fait jour peu à peu. On mesure aujourd'hui que le marché ne règle pas tous les problèmes de l'humanité, loin s'en faut, et qu'il peut même les aggraver dans certains cas. Donc si l'économie de marché est un facteur de progrès, elle a aussi sa face sombre, et nous l'évoquerons tout à l'heure. On se trouve en quelque sorte exactement dans la même situation presque un siècle, qui avait vécu une période tout à fait similaire au début du XXe siècle et dans les années 20. Et c'est d'ailleurs toute l'histoire de nos sociétés qui est maillée d'une espèce d'alternance, d'oscillation entre des temps de mondialisation, d'ouverture, de libéralisme, et puis des périodes au contraire de correction plus ou moins sévères, où on tâche d'aller à rebours de ce qui a été fait. Nous allons donc cet après-midi tâcher de comprendre un peu mieux ces liens entre marché et progrès et nous demander s'il n'y a pas d'autres critères de l'efficacité que la rentabilité. Je n'en dis pas davantage et j'accueille nos intervenants, je vais vous les présenter. J'accueille tout d'abord Yves de Chaise-Martin. Yves de Chaise-Martin, vous êtes président du conseil de surveillance d'Altran, qui est une société de conseil en technologie. Vous êtes aussi du directoire, pardon, et conseiller aussi de Carlyle Europe, qui est un fonds d'investissement. Vous avez été avocat, vous avez été dirigeant d'un groupe de presse, et pas n'importe lequel, c'est celui qui édite Le Figaro. C'était la SOC Presse, bien sûr. J'accueille maintenant Xavier Fontanet. Xavier Fontanet, vous êtes PDG d'Essilor, c'est une grande entreprise française mondialisée, c'est le numéro 1 mondial des verres correcteurs. Elle emploie 27 000 personnes dans le monde et elle réalise 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes aussi l'un des dirigeants du MEDEF. J'accueille maintenant Christian Lajoux. Vous êtes président directeur général de Sanofi Aventis France, qui est évidemment un ensemble très important, la compagnie Sanofi Aventis dans son entier. C'est le numéro 3 de la pharmacie dans le monde, le numéro 1 en Europe. Vous êtes aussi président d'un syndicat professionnel, le LEM. LEM pour les entreprises du médicament, vous nous direz ça dans quelques instants. J'accueille maintenant Jean-Hervé Lorenzi. Jean-Hervé, vous êtes économiste, vous êtes le président du Cercle des économistes, qui est une association qui regroupe les ténors de la profession et qui fait entendre sa voix dans le débat public. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, vous êtes, dans le civil, si je puis dire, conseiller du directoire de la compagnie financière Edmond Rothschild et vous vous apprêtez à prendre des responsabilités importantes dans le private equity pour cette même compagnie. Et j'accueille enfin Patrick Vivray. Patrick Vivray, vous êtes philosophe de formation, mais vous êtes aussi magistrat à la Cour des comptes. Vous avez aussi écrit plusieurs ouvrages, dont l'un, dont nous allons parler aujourd'hui, s'appelle « Reconsidérer la richesse ». Et il faisait suite à une mission que vous avez conduite de 2000 à 2003, qui vous a été demandée par le secrétaire d'État à l'économie solidaire, Guy Asquette.
Le débat va se dérouler en 3 temps. Pour ceux qui ont l'habitude de la Cité de la Réussite, vous connaissez ce dispositif. Premier temps, je vais poser à chacun de nos intervenants une question à laquelle ils vont répondre en 3 à 4 minutes pour nous donner un petit peu leur vision du sujet. Deuxième temps, nous écouterons les questions des étudiants qui sont au premier rang et qui ont préparé des questions sur ce thème, donc ils vont nous les lire et puis les adresser au panel. Et puis troisième temps, pendant au moins les 30 dernières minutes, c'est les questions de la salle. Il y aura des micros qui circuleront et qui vous permettront de vous exprimer de façon concise et courtoise, je n'en doute pas, pour débattre de ce sujet qui est bien sûr assez polémique, assez intéressant. Je vais tout d'abord commencer par Xavier Fontanet, donc patron d'Essilor. Xavier Fontanet, l'entreprise que vous dirigez, a vu son résultat net progresser de 17% en 2005. Et le dividende que vous avez servi à vos actionnaires a, lui, progressé de 24%. Vos profits, ces fameux profits, et Essilor est un abonné, si je puis dire, parce que c'est une entreprise très prospère, servent-ils les actionnaires ou le progrès? Alors écoutez, je serais tenté de vous dire au fond que je pense qu'il n'y a pas de progrès sans rentabilité durable. Parce que donc, les résultats que vous mentionniez sur Essilor, donc qui sont les résultats 2005, effectivement s'inscrivent dans une très très longue histoire et très rapidement je pourrais vous donner des éléments. Et pour nous, il y a absolument une congruence complète entre profit et rentabilité. Alors je sais que ce que je dis est peu crédible parce que quand j'étais à l'école, on m'expliquait en gros que le profit c'est assez simple, il y a une entreprise très puissante qui d'un côté manipule les consommateurs qui sont idiots, mais on les domine par la publicité, donc on leur fait acheter n'importe quoi. Puis de l'autre côté, on pressure les pauvres employés. Et au fond, avec cette espèce de monopole qui vous permet de monter les prix et puis de baisser les coûts, c'est ça qui fait le profit. Bon, puis le dividende, en gros, tout le bénéfice part en dividende et le dividende part pour acheter des yachts de luxe ou des chevaux de course. Alors ça, c'est ce qu'on m'avait un petit peu appris. Alors je suis dans le business depuis maintenant près de 40 ans. Je fais le tour du monde, je fais 500 000 km par an. Et alors je vous dire, dans la réalité, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et donc, je voulais vous dire très simplement que je pense qu'on a des idées fausses sur le profit, parce que pour poser une question comme ça, je pense qu'il faut quelque part, on n'ait pas compris comment ça marche. Et en fait, la réalité, si vous voulez, c'est que... Vous êtes gentil pour moi. Nous vivons... Non, mais on est dans un débat. Et donc, je pense en fait, on vit une concurrence absolument effrénée, et Essilor est un leader mondial. Donc, évidemment, on ne vit que de concurrence avec des Américains, des Allemands et des Japonais. Et le point de vue sur la rentabilité, en fait, c'est que, au fond, la rentabilité, c'est une récompense des clients. Les clients, en achetant vos produits et en vous permettant d'être rentable, au fond, ils vous donnent une reconnaissance. C'est une reconnaissance du travail que fait l'entreprise. Et au fond, l'entreprise qui fait du résultat, c'est celle qui a su le mieux que les autres comprendre la demande du client et la servir de façon assez économique. Donc la clé, c'est la connaissance du client. C'est évidemment des meilleurs produits, donc c'est faire de la recherche et développement. C'est des meilleurs canaux de distribution, donc c'est du bon marketing. C'est des meilleurs coûts de production, donc c'est tout des usines plus compétitives. Mais fondamentalement, la clé, c'est de faire mieux que les autres. Alors, deuxième chose, le profit est réinvesti. On a l'idée que le profit sort, mais il faut savoir que le profit est complètement réinvesti. Une entreprise comme Essilor, sur une période de 30 ans, en gros, réinvestit 75% de ses résultats. Et la beauté, si vous voulez, du profit, c'est qu'elle donne à l'entreprise les moyens d'investir. Parce que prenez une affaire comme Essilor. Donc j'ai refait un petit peu d'histoire. Elle a commencé il y a 35 ans. C'est une affaire qui faisait 20 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et nous allons, 35 ans plus tard, flirter avec 3 milliards d'euros. On a fait monter l'entreprise, on l'a multipliée par 120. Et si vous prenez la valeur de l'entreprise, la valeur en bourse, elle a été multipliée par 150. Alors évidemment, ça vous semble énorme, mais ça s'est fait année après année. C'est qu'année après année, la croissance était de l'ordre de 15. Alors une croissance de 15%, c'est relativement élevé. Ce n'est pas non plus exceptionnel. 15% de croissance des pays comme la Chine, tous les pays entiers croient à 10. Donc faire 15, ce n'est pas des choses extraordinaires. Et vous comprenez bien que on n'a pas reçu une subvention, on a passé notre temps à payer des impôts. Donc il n'y a aucun argent qui est rentré en entreprise. Et c'est essentiellement les bénéfices réinvestis qui ont permis de faire monter l'entreprise d'une toute petite PME de 1500 personnes à un groupe pour être près de 30 000 cette année. Donc, évidemment, il est impossible de faire de la croissance sans rentabilité, puisqu'en fait, on réinvestit et le profit vous est redonné en investissement pour investir. Et je crois que l'entreprise a cru, et parce que les clients aiment bien les verres, donc on fait surtout des verres progressifs, donc c'est pour les plus âgés de la salle, et évidemment, ils nous encouragent à faire des produits de plus en plus sophistiqués, puisqu'on vient de lancer un nouveau progressif qui fait un véritable tabac dans le monde entier, parce que je pense qu'on a donné un service aux clients.
Donc voilà, je pense que je vais beaucoup plus loin que vous. Je vais dire qu'il est impossible de faire du progrès sans profit. Merci Xavier Fontanet. Jean-Hervé Lorenzi, je voudrais voir le point de vue de l'économiste. Ce que disait Xavier Fontanet à l'instant rappelle le fameux théorème de Schmitt. Helmut Schmitt, donc chancelier fédéral allemand, qui disait « Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain, qui eux-mêmes sont les emplois d'après-demain ». Est-ce que ça se passe comme ça encore aujourd'hui dans le monde ? Oui. Bien sûr que non. Non, Xavier, c'est juste pour lancer la discussion. Non, je disais en discutant avec François que nous sommes dans une période extraordinaire, absolument extraordinaire aujourd'hui, et qui donne à cette discussion une sorte d'éclairage et d'intensité toute particulière. Pourquoi ? Parce que, au fond, les économistes ont toujours considéré, que le mot progrès, c'est un mot qui est vague, c'est le mot de la croissance, c'est plutôt le monde de la croissance, de l'emploi, de l'économie réelle, et puis le monde de la rentabilité, c'est la finance. C'est deux mondes qui, j'allais dire presque culturellement, sont différents. Et on résolvait le problème, comme l'a dit à tout à fait juste titre Xavier, en disant l'essentiel de ce qui est rentable, évidemment, d'abord c'est une condition sine qua non, parce que si une entreprise n'est pas rentable, elle meurt. Donc, et deuxième aspect, il y a le profit. Il y avait cette espèce de vision weberienne, il y avait des visions du protestante, de l'idée que lorsqu'on gagne de l'argent, c'est pour le réinvestir. Ça, c'est vrai ou c'est faux, c'est statistiquement vrai. Et puis, il y a une période incroyable, qui est la période que nous vivons, c'est pour ça que je reprends le moment particulier, qui est caractérisé par deux choses. Premier aspect, lorsque l'on regarde les résultats des grandes entreprises, et notamment américaines, jamais depuis peut-être un siècle, il n'y a eu 17, je dis ça, c'est juste pour marquer les esprits, 17 trimestres de suite où le taux de croissance des bénéfices des plus grandes entreprises américaines, mais c'est aussi vrai en Europe, a été supérieur, le taux de croissance supérieur à 10%. C'est-à-dire que trimestre par trimestre, c'est plus 10%. C'est incroyable, premier aspect. Deuxième aspect, la croissance mondiale est formidable. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'elle est aujourd'hui exceptionnelle, la croissance mondiale, mais qu'elle va demeurer exceptionnelle pour des tas de raisons que je n'ai pas le temps d'exposer, mais qui permettent, enfin, je vous demande de me faire confiance au moins quelques secondes, je crois que la croissance est très stable, très installée et très exceptionnelle aussi. Donc vous avez à la fois une rentabilité incroyable et une croissance incroyable. Alors, on a l'impression que, je termine. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'argent ? Simplement, il se trouve que lorsque vous regardez comment cet argent gagné est utilisé aujourd'hui, assez peu en investissement, beaucoup en rachat d'actions, pour des raisons que chacun connaît, mais qui reviennent à redonner une image de la rentabilité encore plus forte, beaucoup en distribution de dividendes, ce qui est un peu, je dirais, la contradiction la plus forte de notre période, qui est une contradiction qui en réalité a un aspect formidablement positif. Oui, il y a la croissance, oui, c'est quand même bien. Oui, il y a des bons résultats, c'est très bien. Et il s'avère qu'il n'y a qu'une partie limitée des résultats qui vont vers l'investissement, en tout cas moins que dans les périodes précédentes. Donc voilà, donc vous m'avez posé la question, il savait quelle était la réponse. Je ne disais pas du tout, j'étais en opposition avec ce qu'avait dit Xavier Fontanet, je disais que la période était très curieuse sur ce plan-là et rend ce débat, Monsieur le Président, encore plus utile que d'habitude. Vous augmentez notre intérêt de le poursuivre. Yves de Chaise-Martin, donc vous êtes dans le monde de l'entreprise depuis un moment, vous êtes un observateur aiguisé de ce monde de l'entreprise. Vous êtes aussi, je le disais, conseiller d'un des grands fonds d'investissement américains. Est-ce qu'il n'y a pas eu, dans ces dernières années, une sorte de dérive du capitalisme, tel qu'on le pratiquait jusqu'ici, avec une rupture de l'équilibre entre ce qui est servi à l'actionnaire, ce qui est servi aux salariés, ce qui est servi aux clients? Tout ça sont des mots, et le problème est de savoir ce qu'on met derrière ces mots, comment apporter une réponse un peu innovante à une question et à un débat, pardon de le dire, mais un peu bateau sur le fond. Parce que décidément, j'en prends pour mon grade aujourd'hui. C'est une amicale. Hein.
Qu'est-ce que ça veut dire une dérive du capitalisme? C'est le conflit bien connu entre les excès de l'ultralibéralisme, du capitalisme financier à très court terme, de la durée de détention d'une action par un fonds d'investissement qui ne dépasse pas en moyenne 7 mois, de l'opposition farouche entre le profit, la distribution de dividendes et l'investissement. Bon, je rappelle là aussi un lieu commun, c'est que l'argent que les fonds de pension des veuves écossaises ou américaines gagnent, c'est aussi pour payer les retraites de leurs pensionnés. Donc c'est pas fait aussi pour peut-être aller contre le progrès. Où y va l'argent qui est distribué en dividendes? Est-ce qu'il est investi par les gens? Ils achètent des Porsche ou ils achètent d'autres voitures, mais après tout, ça fait marcher l'industrie automobile, et tant mieux d'une certaine façon. Donc on peut tout dire là-dessus. Je crois que le problème, c'est que nous avons fait partie d'une génération qui a débarrassé le monde, je crois, à raison du communisme, parce que le communisme a montré qu'il ne marchait pas. Je pense que le capitalisme actuel est en train, si on en croit ce qu'on en dit d'un certain nombre d'excès, d'aller tout droit dans le mur. Alors je ne vais pas rentrer en contradiction avec le camarade Fontanet, mais parce que chacun dit, dans mon entreprise c'est merveilleux, chez les autres c'est pas bien. Bon, moi j'ai eu le bonheur de diriger une entreprise pendant 18 ans qui n'a jamais distribué un centime de dividende. Alors vous me direz, c'est peut-être pas la clé du succès et de son profit et de son développement, mais je crois que c'était assez agréable pour le dirigeant que j'étais, il faut bien Mais le ce n'était dire. pas une entreprise cotée, bien sûr. Mais non, c'était une entreprise familiale, un groupe de personnes physiques. Donc, est-ce qu'il y a des excès? Oui, bien sûr qu'il y a des excès, mais le vrai problème, c'est de dire quel est le modèle de demain et qu'est-ce qu'on va inventer au cours des 10 prochaines années, du prochain quinquennat, de je ne sais quoi, sur le plan politique, sur le plan de la vie de la cité, sur le plan le plus noble de la politique au sens de la vie des hommes, de la vie des cités, qui va enfin comprendre que tout ça veut dire la même chose. C'est qu'il va bien falloir qu'on trouve un système pour réconcilier le consommateur-client, parce que la dictature du consommateur, la dictature du client, la dictature de l'acheteur, c'est pas non plus une très bonne chose, avec l'intérêt de... Donc il y a le consommateur qui est en haut pour moi de la pyramide d'une entreprise et d'un système économique. En dessous, il y a les gens qui travaillent en face de lui. En bas, il y a les dirigeants de l'entreprise au pied de la pyramide qui essayent de maintenir un équilibre entre tous ces intérêts divergents, opposés, contradictoires, et puis les actionnaires, parce que s'il n'y a pas d'actionnaires, il n'y a pas non plus d'entreprise. Donc il y a un espèce de triptyque qui se résume pour moi avec un grand E qui est celui de la définition de l'entreprise. Je vous rappelle que nous sommes dans un pays et dans une langue qui a dit que l'entreprise était une personne, que c'était, contrairement au holding, nous vivons dans une personne morale qui fait des enfants puisqu'elle a des sociétés filles. Il y a une société fiscale, régime fiscal de société mère et filiale, comme si une entreprise pouvait faire des enfants. Mais je pense qu'on peut réfléchir à ça. C'est vraiment quelque chose qui doit être l'endroit, l'enjeu de la réconciliation entre l'homme, le salarié, le travailleur, celui sans lequel l'entreprise n'existe pas, sans lequel il n'y a pas de profit, sans lequel... Et la valeur du travail, la valeur de l'homme, la valeur de la femme au cœur de l'entreprise me paraît être le vrai enjeu de l'entreprise de demain. Merci Yves de Chaise-Martin. On reviendra bien sûr sur les éléments que vous avez donnés. Christian Lajouge, je me tourne vers vous. Vous êtes l'un des dirigeants du groupe pharmaceutique français Sanofi Aventis. Alors, l'argument traditionnel de l'industrie pharmaceutique, c'est de dire on vend nos médicaments chers, certes, ça se traduit par des profits, mais on a besoin de profits pour financer la recherche, parce qu'elle est de plus en plus coûteuse. Alors, néanmoins, votre industrie connaît une sorte de paradoxe. Au plan mondial, les profits sont importants et ils sont tout à fait en ligne avec les chiffres que rappelait Jean-Hervé Lorenzi tout de suite. Et pourtant, le rythme de découverte des nouveaux produits, lui, semble plutôt se ralentir. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe ? Alors c'est vrai que c'est un paradoxe. D'abord, les profits de l'industrie du médicament vont-ils rester au niveau où ils sont aujourd'hui? Ça, je crois qu'on peut pas le parier. Je pense qu'on est en train de voir des signes de rupture très clairs. J'entends aussi qu'on est dans le cadre d'une économie mondialisée et que les besoins du médicament se développent un petit peu partout. Ce que vous évoquez, c'est la crise, c'est l'essoufflement en fait de la recherche. Pour être clair,
À la fin des années 90, les années 2000, on découvrait à peu près 50 molécules par an dans le monde, 50 nouveaux produits qui apportaient qui est considéré comme une véritable innovation thérapeutique. Depuis les dernières années, on voit ce nombre de médicaments arriver à 35, 30 et 25. Bon, je crois qu'il y a plusieurs explications à ceci. Il y a des explications structurelles qui concernent l'industrie du médicament. Et puis, il y a peut-être aussi l'évolution du progrès lui-même et l'évolution des exigences pour accéder, pour qu'un produit obtienne son autorisation de mise sur le marché et obtienne le droit d'être utilisé par des patients. Parce qu'on est, vous le voyez bien, à la convergence de questions économiques, les investissements qu'il faut faire pour faire de la recherche. On est à la convergence des critères d'évaluation technologique qui évoluent, qui changent. On n'évalue pas un médicament aujourd'hui, en 2006, un médicament anticancéreux comme on l'évoluait dans les années 1990. Les exigences sont beaucoup plus importantes. Elles sont d'autant plus importantes que un certain nombre de pathologies sont déjà traitées. Il y a le critère social qu'il ne faut pas oublier, qui est le critère risque. Rappelez-vous que chaque fois qu'on sort un médicament du marché pour une raison ou une autre, et quelquefois pour des effets secondaires importants, car malheureusement ça arrive, ça crée une émotion dans la population a le sentiment d'avoir été trahi, les médecins ont le sentiment d'avoir été trahis. Je tiens à dire que ça n'arrive pas souvent, une fois, 2 fois par an, et encore, heureusement pas toutes les années, et je m'en réjouis. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, pour mettre un médicament sur le marché, il faut de plus en plus d'années, de plus en plus d'argent, et on rencontre des critères qui sont de plus en plus sévères, de plus en plus exigeants, dans un monde lui-même qui exige une efficacité du médicament en refusant, il a raison, et je pense que le citoyen a raison, en refusant d'en subir les effets secondaires. Alors que le médicament s'inscrit toujours dans un rapport bénéfice, le bénéfice thérapeutique que j'apporte et le risque que je prends. Et toute la problématique qui se pose aux industriels du médicament aujourd'hui et à l'ensemble de la communauté scientifique qui participe à la recherche avec les industriels du médicament et à l'ensemble des autorités du médicament qui évoluent les produits, c'est de trouver le bon équilibre entre le niveau d'investissement, les exigences technologiques qui vont signer ou souligner le degré d'innovation et la capacité à ne pas faire prendre de risques aux Français. Voilà la quadrature du cercle dans laquelle nous sommes aujourd'hui enfermés. À un moment où il y a également, sur le plan économique, et bien sûr je parle sous le contrôle des économistes, un effet ciseau au niveau international concernant l'industrie du médicament. C'est-à-dire, on voit la croissance du chiffre d'affaires global de l'industrie du médicament se ralentir. Elle est de l'ordre aujourd'hui, au niveau international, de 5 à 6%, alors qu'elle était de 12% il y a quelques années. Et on voit le chiffre d'affaires se ralentir et les efforts de R&D, les efforts d'investissement en R&D monter considérablement. Ce qui met, alors je ne suis pas là pour me plaindre et je ne veux pas pleurer sur l'industrie du médicament, mais ce qui met les industriels du médicament véritablement dans une nouvelle phase économique. Et c'est pour ça que moi aussi, je pense que le monde que nous vivons est passionnant parce qu'on ne le comprend pas, parce qu'on n'arrive pas à le mettre en équation, parce qu'on n'a plus de certitudes, et quiconque aurait des certitudes dans le monde économique ou dans le monde industriel aujourd'hui serait peut-être un petit peu présomptueux. Et chacun d'entre nous, et il y a des jeunes gens et puis d'autres personnes plus âgées dans la salle, mais je pense que c'est un bon message pour les jeunes, chacun d'entre nous aujourd'hui a la capacité de participer à la création d'un monde qui est en mutation et pour lesquels, je pense, un certain nombre de certitudes ne sont vraiment plus d'actualité. Merci à vous. Patrick Vivray, philosophe et magistrat. Donc l'économie de marché, on le disait, ça a été souligné à plusieurs reprises, n'a cessé de progresser dans les dernières années, bien sûr, par le nombre des pays qu'elle couvre, si je puis dire, mais aussi parce qu'elle détermine très largement le champ des activités humaines, plus aujourd'hui qu'il y a 100 ans ou 150 ans. Est-ce qu'il y a une limite à cette progression de la marchandisation ? S'il n'y a pas de limite, on assiste à la destruction de la substance même des sociétés. Et on l'a déjà vu une fois historiquement. Ce qui est en cause, ce n'est pas l'économie de marché
dans sa part créative et dans sa part autorégulatrice, parce que cette forme-là est évidemment supérieure à toutes les formes bureaucratiques et administrées. Ce qui est en cause, c'est ce que Karl Polanyi, dans La Grande Transformation, avait appelé le passage des économies de marché aux sociétés de marché. C'est-à-dire quand la logique du marché, pour reprendre son image, qui est légitime tant qu'elle reste dans son lit comme un fleuve, se met à déborder et à aller attaquer des ordres de relations humaines qui sont d'un autre ordre. Par exemple, le lien de réciprocité. Aucune société ne peut vivre sans que l'ensemble des rapports familiaux, amicaux, amoureux soient structurés par de la gratuité. Imaginez que vous invitez des amis et puis qu'à la fin du repas, vous leur dites au fait c'est 30 €, gros malaise. C'est-à-dire qu'il y a des ordres différents sur le plan anthropologique. Même chose sur le plan politique. Si vous marchandisez le lien politique, vous avez la corruption. Si vous marchandisez le lien amoureux, vous avez la prostitution. Si vous marchandisez le lien de sens, vous avez les sectes marchandes. Et ce que Karl Polanyi a bien montré dans La Grande Transformation, c'est que quand on passe de l'économie de marché à la société de marché, dans un premier temps, il y a plutôt des effets positifs. Prospérité et relative pacification, parce que le monde des affaires a besoin d'une relative paix mondiale. Dans la première grande société de marché, seule la petite guerre régionale franco-prussienne n'était pas un élément suffisant pour empêcher la pacification. En revanche, comme les liens politiques, les liens de réciprocité, les liens de sens sont des fondamentaux anthropologiques, ils finissent par faire retour, et ils font retour sous forme régressive. Le politique revient, mais sous la forme guerrière. Le sens revient, mais sous la forme identitaire. La première société de marché s'est terminée par 2 guerres mondiales et 3 grands faits totalitaires. La seconde société de marché, celle qui a été inaugurée par la révolution conservatrice anglo-saxonne, nous voyons sous nos propres yeux le phénomène guerrier et le phénomène de sens identitaire au cœur même de la société américaine, provoquer ces effets qui sont des effets destructeurs parce que c'est le vivre ensemble qui est en cause. Donc, autant la rentabilité a son sens quand on reste à l'intérieur de l'ordre économique stricto sensu. Quand on est dans une société de marché, la rentabilité devient au contraire un indicateur dominant. L'ensemble des rapports humains se trouve déstructuré par cet appel permanent à la rentabilité. Et les 2 grandes questions qui sont aujourd'hui les questions mondiales, c'est-à-dire d'un côté la question écologique et de l'autre côté la question humaine. L'humanité est une espèce très jeune et rien ne dit que le XXIe siècle ne sera pas pour elle un rendez-vous critique. Par rapport à ces 2 enjeux majeurs, la rentabilité transformée par la marchandisation à outrance devient un indicateur qui peut être contre-productif. Merci Patrick Vivray. Les termes du débat sont posés. Je voudrais revenir un instant à vous, Xavier Fontanet, avant de donner la parole aux étudiants, et vous poser une question tirée à la fois des réflexions d'Yves de Chesmartin et de Patrick Vivray à l'instant. Yves de Chesmartin disait tout à l'heure, la définition de l'entreprise, c'est le principal sujet. Justement, y a-t-il pour une entreprise, pour un patron d'entreprise comme vous, un autre critère d'efficacité que la rentabilité? Alors, je vais vous dire, je vais vous surprendre, mais moi je ne me suis jamais vraiment occupé de rentabilité. Je me suis qu'occupé de croissance. Et quand vous avez arrivé à croître plus vite que les concurrents, automatiquement la rentabilité vient. On a toujours eu plus qu'on attendait. Alors ça, personne ne peut le croire, c'est une vérité. Et on a réussi justement à avoir toujours une entreprise très rentable parce qu'on a visé les parts de marché mondiales. Et que dès qu'on est devenu leader mondial, avec un écart important avec les numéro 2, numéro 3, automatiquement la rentabilité est là. Donc je vous assure que l'idée de dire, moi je ne regarde pas le cours de bourse, vraiment je ne regarde pas, ça sert. Les résultats, une fois que je sais que l'entreprise va plus vite que les autres, je ne regarde que la vitesse de croissance de l'entreprise. Je sais qu'on croît plus vite que les autres, tout de suite je sais que les résultats sont là. Hein. Alors je suis très sensible à ce que vous disiez, notre ami philosophe, c'est que je pense qu'il y a une notion des ordres
Et évidemment, l'ordre économique n'est pas l'ordre n'est pas l'ordre moral. Et je donne toujours l'exemple de, imaginez le milliardaire cancéreux, le milliardaire dont l'enfant est cancéreux. Il donnera tout de suite son milliard de dollars et son enfant, il ne le sauvera pas. Donc il est évident que ce sont des ordres différents. Et alors l'autre point que je voudrais dire aussi, c'est que l'économie de marché, et ça c'est un petit peu ce que disait M. Chaise-Martin, fonctionne avec des gens modérés. Il ne faut pas des excès. Et il y a des histoires très amusantes. Quand Colbert visitait les Pays-Bas à la demande de Louis XIV, il disait c'est incroyable. Voilà un peuple qui est vraiment sûrement beaucoup plus riche que nous, parce que tout le monde a l'air bien, et on ne voit pas de riches. Pourquoi ? Parce que les riches réinvestissaient tout leur argent. Et donc, je crois qu'une fois que la fortune est réinvestie à risque, parce que tout le monde oublie dans l'économie qu'il faut mettre l'argent à risque. Et alors, le dernier point sur lequel, là je parle en tant qu'essilorien, l'une des particularité de notre entreprise, et on est très sensible à bien la faire marcher, c'est que le personnel a du capital. Et le personnel n'a pas des petites sommes, le personnel a des grosses sommes qu'il a gardées depuis 30 ans. Et une fois que vous donnez le capital, mais ce n'est pas 10 000 € qu'on vend tout de suite pour s'acheter une petite voiture, c'est des gens qui tout le temps économisent 5 à 6% de leur salaire mensuel, qui va dans un compte Valoptech. L'action a été multipliée par 100 depuis une trentaine d'années. Quand vous capitalisez ça, ça fait des sommes énormes. Vous laissez votre argent quand ça va mal. Eh bien, quand les employés ont du capital, ça change complètement les choses. Et pourquoi nous tenons à ce que notre Essilor continue à bien marcher et à conquérir le monde? C'est parce qu'on a un petit flambeau, une petite lumière, et ça transforme les gens. Je crois que la personnalité va avec la propriété. Et quand la propriété, c'est celle de l'entreprise, ça change complètement l'attitude. Et je crois que c'est un des... Alors, je crois que le capitalisme ou l'économie de marché, c'est un animal qui a une énorme flexibilité. Qu'est-ce qui fait que ça se développe? C'est que dès qu'on va... Et donc, je n'irai pas dans le mur. Je pense que dès qu'il y a un problème, la flexibilité de ce système économique lui donne une capacité de se réinventer. Et je pense personnellement que favoriser la propriété de l'entreprise par les employés est une valeur montante. En tout cas, Essilor, on poussera ces valeurs parce qu'on pense qu'elles sont très porteuses d'avenir. Merci Xavier Fontanet. On écoute les questions de nos étudiants. Donc étudiants de la MIP Management School, de HEC et de l'ISEG. Si vous pouvez vous présenter. Bonjour. On ne vous entend pas. Voilà, ça marche. Bonjour. Je suis étudiant à l'ISEG. Je m'appelle Jérémy Herman et j'avais une question globale. Tout petit peu plus fort. À poser, donc surtout aux chefs d'entreprise, mais pourquoi pas aux économistes. Les grands groupes mondiaux produisent de meilleure qualité, toujours moins cher. C'est toujours cette recherche de conquête des marchés par les coûts ou par la qualité du produit. Mais ne risque-t-il pas de rencontrer un effet de saturation chez les consommateurs, par exemple ce qui peut se passer dans l'électronique grand public en ce moment? Je vais vous relire la question. Les grands groupes mondiaux, en améliorant la rentabilité de leur structure financière et en mettant à la disposition des produits et des services toujours moins chers et de meilleure qualité, c'est sur ce point-là spécialement que vous avez insisté en évoquant le cas de l'électronique grand public. Ces grands groupes ne risquent-ils pas d'entraîner un effet de saturation chez les consommateurs? Là, c'est une question sur laquelle l'économiste a une réponse. Jean-Hervé, on va écouter les chefs d'entreprise aussi, bien sûr, mais est-ce qu'on n'est pas dans l'illusion de penser que la croissance a une fin? Cette question, d'abord l'économie est cyclique, donc elle répond exactement à ce que vous venez de dire. À un moment déterminé, nous avons vécu pendant un demi-siècle avec l'idée que la consommation c'était l'automobile, ce qu'on appelait le Fordisme, et ce modèle-là de consommation a tendance à évoluer et finalement à être attaqué par sa propre saturation. Mais ce n'est pas le problème de l'économie mondiale aujourd'hui. Le problème de l'économie mondiale, c'est d'arriver à satisfaire des besoins de 2 milliards de personnes. Donc, au fond, la question qui est posée aux économistes aujourd'hui n'est pas celle du tout de savoir si les besoins sont saturés à l'échelle mondiale. Ils ne le sont pas, et il y a des marchés immenses qui s'ouvrent. Il est de savoir qui les satisfera et la manière dont ils sont satisfaits, et surtout la manière dont nous, autres pays développés, nous pouvons, au fond, tirer notre épingle du jeu. Or, ça s'appelle, quand on est négatif, un peu le problème des délocalisations.
lorsque l'on est optimiste, comme je le suis, c'est l'idée qu'on modifie son système de production et que dans un pays comme le nôtre, on se tourne plutôt vers la technologie, l'évolution de ce que les autres ne peuvent pas copier plutôt que de faire de la production traditionnelle. Mais je ne crois pas du tout à la saturation du marché. Yves de Chaise-Martin, sur le même sujet. Moi, j'y crois, je suis désolé. Ça dépend où. Et ça dépend pour quel produit, ça dépend dans quel pays, ça dépend quelle est l'évolution de... Il y a une consommation de masse à portée de main chez les pays émergents sur lesquels il est souhaitable de leur vendre les produits et les services les moins chers possibles. Bon. Parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils ont besoin de ces produits-là, qu'ils ont besoin de développement, qu'ils ont besoin de nous rattraper, à un niveau moyen de développement par habitant, etc. Puis il y a un niveau de saturation de la consommation dans certains de nos pays capitalistes avancés. Quand on a 1,8 voitures par foyer, quand on a un téléviseur dans le salon, dans la cuisine, dans la chambre et partout, et dans la voiture aussi maintenant et tout, ça devient un peu plus difficile de vendre des téléviseurs. Donc je crois que, bon, ce qui est intéressant dans la question, c'est le lien entre la rentabilité, l'amélioration de la rentabilité qui entraînerait une saturation de la consommation. C'est ça, là, c'est ça. C'est d'abord un tout petit peu contradictoire avec les questions qu'on nous a posées tout à l'heure. Et celle-là, elle me fait plus plaisir, parce que ça veut dire qu'on réinvestit la rentabilité dans le développement et dans le progrès de l'entreprise, même pour baisser les produits, les prix des produits, et donc pour aller dans l'intérêt du client consommateur. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça. On peut encore à nouveau dire le profit, il sert à distribuer des dividendes qui peuvent eux-mêmes alimenter un profit. Ils peuvent aller à des excès s'ils sont mis entre les mains de gens qui ne sont pas des modérés et des modestes, mieux modestes que modérés. Et puis il sert aussi à alimenter le propre progrès de l'entreprise. Moi, j'ai une chance et un honneur et une fierté formidable, c'est d'être dans une société qui ne fabrique pas de produits. Notre seul actif, notre seule richesse, c'est 14 000 ingénieurs, consultants dans le monde qui ne sont que de la matière grise, que de la créativité, que de l'invention. On ne peut pas, avec ça, fabriquer des produits moins chers, même s'ils participent à la réflexion éventuellement dans telle ou telle entreprise, mais on ne peut pas non plus axer l'intégralité de leurs travaux vers la rentabilité immédiate, vers les excès de l'ultralibéralisme éventuel. Ça ne les concerne pas du tout, ça ne les intéresse pas et ça ne nous intéresse pas. Nous avons des ingénieurs à Cambridge ou ailleurs qui ont inventé le petit machin bleu que vous connaissez, certains d'entre vous, qui s'appelle le Bluetooth. Bon, c'est eux qui l'ont inventé. Ben, ils ont dans leur statut, dans leurs règles, l'absolue obligation de passer au moins 10% de leur temps à autre chose qu'aux travaux qui sont les leurs pour pouvoir réfléchir au progrès, au développement. Donc 10% de gratuité, si je puis dire, à l'intérieur de leur temps normalement facturé à 100% de leur activité. Je crois que ça fait aussi partie du cycle de recherche, de développement. Bien entendu, quand on cherche, quand on veut développer, je vois que Xavier Fontanet n'est pas d'accord avec moi, mais ça m'est complètement égal. Ah si, ah bon, alors ça va. Alors, je vais lui passer la parole, si vous voulez bien, Monsieur le Président. Christian Lajoux tout d'abord, et puis Xavier Fontanet. Par rapport à la saturation du marché, je travaille donc dans le domaine de la santé, dans le domaine du médicament, le domaine de la santé. Un chiffre d'abord, je crois qu'il faut le garder à l'esprit. 20% seulement de la population mondiale, aujourd'hui, a un accès à la santé. Donc vous voyez qu'on est vraiment très loin de la saturation dans ce domaine-là. Et on pourrait penser que ça vaut essentiellement pour la santé, ce n'est pas le cas. Je pense qu'on peut prendre une foule d'autres secteurs pour lesquels la question se pose exactement dans les mêmes termes. Mais gardons à l'esprit simplement que 20% de la population mondiale a accès à la santé et bien sûr aux médicaments. Autre point par rapport à la question sur la saturation. La moyenne d'âge, enfin, l'espérance de vie des Français a augmenté de 15 ans en 50 ans. Elle augmente, vous le savez, tous les ans de 3 mois. Il y aura parmi nous, et j'en suis sûr, de nombreux centenaires, et je m'en réjouis. Mais le fait de vivre plus vieux, le fait de vivre jusqu'à 80, 90, 100 ans, et on dépassera les 100 ans bien sûr allègrement, on les dépasse déjà, développe également de nouvelles pathologies. Et cette situation va créer de nouvelles questions, à la fois à la société dans son ensemble, aux politiques, mais bien sûr également aux professionnels de santé. On va développer de nouvelles pathologies, il va falloir développer de nouvelles prises en charge sociales, il va falloir développer de nouvelles prises en charge médicamenteuses.
Et je voudrais profiter de ce débat pour attirer l'attention... Brièvement, s'il vous plaît, de façon à ce que tout Voilà. le monde puisse répondre, Hein, parce que pour attirer l'attention très brièvement sur un point. On considère aujourd'hui que tout le monde a accès aux médicaments, je viens de dire que ce n'est pas le cas, et on considère que la recherche du médicament est quelque chose d'absolument assuré, que le progrès thérapeutique, que le progrès de la prise en charge de la santé est quelque chose d'assuré pour l'avenir. Et alors même qu'on fait le constat que justement les besoins sont loin d'être saturés, on est obligé de faire le même constat. Saurons-nous soigner nos enfants demain? Saurons-nous soigner nos enfants, nos petits-enfants, face aux pathologies existantes qui résistent aux prises en charge actuelles et face également à la montée en puissance d'une foule de nouvelles pathologies? Je suis désolé, il y a 20 ans, on ne parlait pas du sida. Il y a encore 4 ou 5 ans, personne n'entendait parler de la grippe aviaire. Merci Christian Lajoux. Xavier Fontanet et Patrick Vivray, très brièvement s'il vous plaît, de façon à ce qu'on puisse... Je vais m'amuser à répondre à votre question, parce que je suis complètement d'accord qu'avant de dire qu'une demande est saturée, il faut aller voir 2 fois, notamment à l'international. Bon. Quand bien même, mondialement, une demande serait saturée, qu'est-ce qui se passe? La vitesse de l'entreprise se met à freiner. Donc son résultat ne trouve pas suffisamment d'investissement. Donc il existe un cash flow net qui permet de réinvestir. Comme l'ensemble de l'économie croît, si votre créneau décroît, c'est qu'il y a d'autres créneaux qui croissent. Donc, pour l'entreprise, se pose le problème de remettre ses billes dans un autre métier, ce qu'on peut appeler la diversification. Et ce qui est miraculeux dans l'économie, c'est qu'au moment même où un créneau croît, des cash flows nets sont disponibles pour investir ailleurs. Alors, ce que ça demande de la flexibilité. Alors, j'ai une petite histoire qui prend 2 minutes, mais que je raconte aux délégués syndicaux, qui est très intéressant. Ça va demander de la flexibilité pour vous montrer les disconnects qu'on a dans notre tête. Alors, un jour, on avait à réduire une usine qui fait des verres minéraux. Les verres minéraux, c'est les verres en verre, qui sont des verres dépassés, et on fait des verres plastiques. Et alors, je rentre dans la CCE, on annonce ses ouvriers, et le délégué de la CGT, qui s'appelle Martin, je lui dis, Martin, j'ai appris que vous avez changé de voiture. Ben, il me dit, Fontanet, j'ai le droit de changer de voiture. Je lui dis, oui, mais vous aviez des Peugeot, vous passez à Renault. Ben, j'ai le droit parce que ma machine ne marchait pas. En fait, je prends Peugeot, Renault, prend de marque. Mais je dis, oui, mais si vous étiez Peugeot, il faut rester Peugeot. Parce que quand vous passez de Peugeot à Renault, vous mettez le souffle dans les usines Renault. Alors tout le monde, les gens ne savaient pas trop où je voulais en arriver, et on passe à la réunion, on annonce l'usine. Alors je demande au délégué, je dis, monsieur le délégué, pouvez-vous m'amener vos lunettes? Alors il m'apporte ses lunettes, mais je dis, monsieur Martin, vous avez des lunettes plastiques? Ben oui, mais j'ai le droit d'avoir des lunettes à la mode. Mais je dis, mais oui, mais vous ne pouvez pas vous opposer à ce que nous fermions notre usine de verres minéraux, puisque vous-même, vous portez des lunettes plastiques. Il n'avait absolument pas fait la connexion entre son attitude de changer en tant que consommateur et la nécessité de changer en tant que producteur. Et donc, je trouve que notre pays, notre cher pays qu'on aime tous bien, on est complètement parano parce qu'il y a un disconnect complet entre le bras gauche qui aime la flexibilité, qui aime arrêter d'acheter des produits si les produits ne l'intéressent pas, et puis le bras droit qui travaille et qui veut être dans un monopole. Donc, on veut la concurrence quand on achète, mais quand on travaille, on veut le monopole. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on a compris qu'il faut donner aux entreprises de la flexibilité, tous les problèmes que vous posez, en fait, ils ne se posent pas. Et des pays, par exemple, comme l'Amérique, on connaît très mal l'Amérique ici, mais nous, ici, plus de la moitié du chiffre d'affaires est dans le continent nord-américain. La force qu'ils ont, c'est qu'ils ont une flexibilité en matière d'emploi et de travail, et cette flexibilité, elle est là. Et donc, à ce moment-là, dans une économie, les reconversions se font de façon extraordinaire. Donc voilà ce que je voulais broder autour de votre question. Merci, c'était la parabole du verre en plastique. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il faudra qu'on revienne, qui a été abordé par les uns et par les autres sous un angle différent, mais c'est tout à fait clé. Patrick Vivray, sur cette question, brièvement s'il vous plaît, et on renvoie le bio tout de suite aux étudiants. C'est une question qui montre bien pourquoi une approche strictement économique a besoin de se relier à des fondamentaux écologiques et anthropologiques. Du côté écologique, parce qu'il n'y a pas simplement la saturation du côté des demandes, il y a saturation du côté des offres. Ça s'appelle les ressources non renouvelables. Et donc ça, c'est une question écologique qui est absolument majeure. Du côté anthropologique, parce que chez l'être humain, il n'y a pas que du besoin, il y a aussi du désir. Autant le besoin est autorégulé par la satisfaction, j'ai faim, je mange, il y a un moment où je ne pourrai plus, et même si on m'emmène dans le plus grand restaurant de la ville, mon besoin est auto-limité. Le désir, lui, il est, parce qu'il est sur l'axe vie-mort, il est par nature illimité. C'est au nom du désir qu'au propre comme au figuré, nous sommes capables de déplacer les montagnes. La question qui se pose, c'est que
plus vous avez une saturation dans le champ des besoins proprement dit. Et plus à ce moment-là, vous entrez dans une économie du désir. Et la question de l'économie du désir, et ça rejoint le débat précédent, c'est la question de l'orientation de ce désir. Si ce désir est uniquement orienté dans l'ordre de l'avoir, ça ne pose pas de problème pour, par exemple, les 3 milliards d'êtres humains qui vivent dans une insuffisance criante par rapport à des besoins fondamentaux. En revanche, quand vous êtes dans des sociétés dont le surdéveloppement matériel s'accompagne d'un sous-développement éthique, affectif et spirituel tel que les nôtres, alors à ce moment-là, en orientant dans l'ordre de l'avoir, dans l'ordre du désir de possession, des aspirations qui sont fondamentalement dans l'ordre de l'être, eh bien vous avez un dérapage majeur. Et ça, c'est l'enjeu des 700 milliards de dollars de dépenses de publicité annuelles. Parce que l'essentiel de la publicité est une transformation d'un désir qui s'exprime dans l'ordre de l'être. Vous verrez rarement dans une publicité des gens stressés dans un environnement de laideur et dans un rapport de rivalité avec autrui. Il y a toujours de la beauté, de la sérénité et de la convivialité. Pourquoi ? Parce que les 3 aspirations fondamentales de l'être humain dans l'ordre de l'être, elles sont du côté de la beauté, du côté de la sérénité et du côté de la paix. Là où la publicité est mensongère, là où il y a un détournement majeur d'une très grande partie de ces 700 milliards de dollars, c'est d'aller nous faire croire que ce désir dans l'ordre de l'être, il va être satisfait dans l'ordre de l'avoir. Et à ce moment-là, vous avez exactement la concrétisation de la phrase de Gandhi, peu de temps avant sa mort, quand il avait dit « Il y a suffisamment de ressources sur cette planète pour répondre aux besoins de tous, mais en revanche, il n'y en a pas assez s'il s'agit de satisfaire le désir de possession de chacun. » Merci Patrick Vivray. On écoute la deuxième question des étudiants. Bonjour. Ça fonctionne, Alors, vous pouvez y aller. Bonjour, Talal Kassim de l'ISEC Paris. La notion de rentabilité est souvent décrite en France car elle est perçue comme l'alpha et l'oméga de l'entreprise. Certaines entreprises dépendraient-elles plus de ce critère que d'autres ? À titre d'exemple, les produits de la santé ont-ils une exigence de rentabilité plus importante que d'autres ? Merci. Alors pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, je me tourne vers Christian Lajoux qui va nous répondre. Votre question, c'est les produits de santé. Les produits de santé ont-ils une exigence de rentabilité plus importante que d'autres ? Oui. Alors je pense que dans le process de fabrication industrielle, ils ont les exigences des produits de la haute technologie, c'est-à-dire qu'il faut des investissements lourds, il faut expérimenter beaucoup pour avoir in fine peu de produits qui sont mis à disposition. Mais ils ont des exigences de rentabilité au terme de la société, enfin dans la société. C'est-à-dire pour qu'un médicament soit mis sur le marché et l'autorisation d'être commercialisé, il faut, 1, qu'il prouve son efficacité, et 2, il faut qu'il prouve qu'il a également un intérêt économique. Alors ça paraît peut-être un petit peu barbare d'opposer ainsi les questions de santé à des questions d'argent, à des questions économiques, mais c'est la réalité. Donc si vous voulez, le milieu de la santé lui-même, et vous savez que ce milieu de la santé, on dit aujourd'hui qu'il est en crise, tout le monde parle de la santé, le milieu de la santé lui-même est confronté effectivement à des exigences de rentabilité. Et bien sûr, au sein de ce milieu de la santé, le médicament lui-même. Alors, je ne vais pas faire ici le grand débat sur la santé, ce serait beaucoup trop long. Est-ce qu'on peut prolonger la question de monsieur avec l'affaire des produits de lutte contre le sida en Afrique ? Parce que voilà un cas où, justement, sur des produits qui ont coûté cher, on sait que c'est une recherche extrêmement coûteuse, on a des populations extrêmement nombreuses qui sont en besoin. Les entreprises du médicament, et en l'occurrence, ce n'était pas Sanofi Aventis qui était en première ligne, on dit à l'époque, mais écoutez, il faut payer. Et puis, il y a eu des protestations extrêmement nombreuses, évidemment des gouvernements concernés, mais aussi des ONG. Finalement, elles ont consenti
ces traitements, au moins pour une partie des malades, à des prix tout à fait exceptionnels. Est-ce que ça ne veut pas dire que, justement, pour reprendre ce que disait Patrick Vivray tout à l'heure, il y a bien des ordres différents, vous êtes à la jointure de deux ordres très différents, vous êtes une entreprise cotée, donc soumise aux exigences de rentabilité, en même temps, vous fournissez des biens qui servent la santé humaine, et qu'elle n'a pas de prix, sauf que, justement, elle en a un pour vous. Comment est-ce qu'on peut gérer ça ? Alors bon, vous donnez un éclairage particulier au débat, mais bien sûr, je le prends. Bon, les entreprises du médicament n'ont aucune raison d'être fières de ce qui s'est passé il y a maintenant plus de 10 ans en Afrique du Sud, à l'époque, avec à la fois une position, nous ne baisserons pas le prix de nos médicaments, et ensuite une autre position devant la prise de conscience internationale, nous allons les baisser énormément. C'est une aussi mauvaise position dans un cas que dans l'autre. Par rapport à cette situation, mais on va un petit peu s'éloigner de la rentabilité, vous savez que la conscience internationale a terriblement évolué, et tant mieux, beaucoup d'industriels y ont participé. Je fais partie notamment d'une société qui a participé sous l'égide de Jean-François Dehecq, et j'en suis fier, pour faire évoluer le dispositif d'accès aux soins dans l'ensemble des pays pauvres, et notamment sur ces pathologies. Beaucoup d'entre vous connaissent vraisemblablement les accords de Doha, qui permettent à des pays de commercialiser des médicaments de première priorité au prix du générique, et les firmes pharmaceutiques respectent pour la plupart du temps ces accords. Ce n'est pas pour autant, là vous m'avez un petit peu éloigné du sujet, ce n'est pas pour autant que la situation est réglée dans ces pays, loin de là. Mais aujourd'hui, au-delà même du médicament, les industriels et les patients, malheureusement, et surtout les patients, sont confrontés à des questions d'organisation de l'accès aux soins dans ces pays et de logistique. Donc vous voyez que c'est une question extrêmement compliquée, mais effectivement, cette situation, alors je ne veux pas dire qu'elle relève du passé, parce qu'il faut l'assumer, a montré l'exigence l'exigence à la fois de trouver un compromis entre le respect de la propriété intellectuelle, qui est colossal pour la vie des entreprises, de toutes les entreprises, dans le médicament comme ailleurs, parce que s'il n'y a plus de respect de la propriété intellectuelle, il n'y aura plus d'investissement en recherche. Donc il fallait concilier d'un côté le respect de la propriété intellectuelle et d'autre côté l'éthique du monde, une attente sociale. On ne pouvait pas laisser ces malades... progrès humain, pour le coup. Le progrès humain. On ne pouvait pas laisser ces malades sans soins. Et je pense que les accords de Doha, même si ce n'est pas parfait, loin de là, ont permis de trouver, en tout cas, de faire un pas vers quelque chose qui permette de concilier ces deux exigences. Merci Christian Lajoux. Une troisième question de nos étudiants. Bonjour à tous. Donc Yann Véry, INSEC Paris. Nous assistons ces derniers temps à une prolifération des produits gratuits, des offres. Et ce modèle du gratuit est-il in fine profitable et peut-il générer du progrès ? Ce modèle du gratuit est-il donc profitable et peut-il générer du progrès ? L'économiste, Yves de Chesmartin, on vous sent intéressé par la question, on vient à vous tout de suite. Non mais il a d'abord, lui, été concerné par le gratuit Dans sa vie précédente. Il y a, je trouve, au fond, deux choses qu'il ne faut pas mélanger dans la discussion. Un, une entreprise doit être rentable, tout le monde le reconnaît. Enfin, tout ça, il y a quand même beaucoup d'évidence, et en tout cas de consensus sur les sujets. Et puis, il y a deux écueils, me semble-t-il, à éviter. L'idée fausse qu'il puisse y avoir un monde gratuit, parce qu'à un moment ou à un autre, les choses sont prises en charge. Lorsque la médecine est gratuite dans un pays comme le nôtre, simplement parce que il y a un canal qui fait que nous payons des impôts, ceci, et que la prise en charge est faite de manière collective. Ça ne veut évidemment pas dire que c'est gratuit. Donc cette idée absurde que le monde pourrait être gratuit est une idée qui est en réalité très dangereuse, et on en a vu quelques inconvénients, en tout cas au moment d'un choc culturel dans l'affaire de l'Internet, tout début, la bulle Internet. Puis il y a la deuxième idée qui est la symétrique, et qui est aussi stupide, me semble-t-il, aussi dangereuse. Stupide, ce n'est pas grave, c'est dangereux qui est grave. C'est l'idée que, au-delà de souhaiter qu'une entreprise soit rentable, qu'elle soit même très rentable, on fixe ce qu'on a fait il y a quelques années, une sorte de religion d'un chiffre. Vous vous souvenez, c'était l'affaire du Return on Equity, le ROE, qui devait être à 15%. Or, d'une part, c'était totalement idiot. C'était aussi idiot que l'histoire de la gratuité. C'est aussi faux.
qu'évidemment, on ne pouvait pas chaque année sortir un chiffre de cette nature. Et puis, il y avait l'idée, au fond, que ça n'est pas l'utilisation de la rentabilité qui est mise en avant, c'est-à-dire ou l'utilisation du caractère marchand des choses qui est mise en avant, parce qu'il faut, quand on a une entreprise de médicaments, il faut bien investir pour pouvoir développer de nouveaux médicaments dans des conditions que Christian a rappelées de propriété industrielle qui sont absolument majeures. Et de la même manière, on ne peut pas dire que ça n'est pas l'idée de dire la rentabilité doit être à 15%, 17%, pourquoi pas 250%. Enfin, tout ça n'a pas de sens qui devrait s'imposer. Et donc, avant de laisser la parole à celui qui a souffert du gratuit, oui, vous avez souffert du gratuit, mais plus maintenant, parce que maintenant tout est bien marchand là, dans les sociétés de services informatiques. Les deux écueils qui sont, je trouve, une sorte de, je dirais, de mensonge à la collectivité et mensonge dangereux, c'est à la fois il y aurait un taux de rentabilité qu'il faut obtenir quoi qu'il arrive, et ça donne quelques difficultés, notamment, enfin bon, ça donne quelques difficultés, et évidemment l'idée que le monde serait gratuit, ce qui est totalement inexact. Merci Jean-Hervé. Yves de Chaise-Martin, qui était patron de presse, bien sûr. Pardon. Oui, non, je confirme exactement ce que vient de dire M. Lorenzi avec peut-être plus de force dans le mot. La civilisation de la gratuité, c'est une vaste fumisterie, c'est une escroquerie. Il y a toujours quelqu'un qui paye à un moment ou à un autre. Alors, ça, c'est les quotidiens payants quand on fait des quotidiens gratuits, c'est la publicité qui est derrière, c'est l'indépendance et la liberté de ces produits qui du coup, ne dépendent que de la publicité, etc., etc. Par conséquent, je pense que ce sont des produits dangereux et ce sont des idées dangereuses, mais qui deviennent maintenant, dont on est bien obligé de tenir compte, parce que ça fait partie de notre vie quotidienne. Internet, ça existe. Internet, ça existe. La presse gratuite, ça existe. C'est maintenant quelque chose de courant. Il y a quelques années, quand je me baladais dans le métro, je regardais, parce que c'était à l'époque mon métier, et on voyait 2 ou 3 Da Vinci Code dans les mains des voyageurs dans le métro le matin, et pas un seul quotidien payant. Maintenant, on les voit tous avec 20 minutes, métro ou autre gratuit, et Da Vinci Code n'a pas été remplacé. Donc, un succès des librairies et d'édition. C'est un phénomène sur lequel on peut dire que c'est une escroquerie, mais ça existe. Ensuite, pourquoi ? Pourquoi, par rapport à ce besoin, par rapport à la gratuité, par rapport au discount, qui ressemble beaucoup à la gratuité? Je vous rappelle que 25% de la distribution en Allemagne, déjà aujourd'hui, c'est de la distribution discount. Pourquoi? Alors, je ne veux pas rebondir, parce que je n'en ai pas la qualité ni l'intelligence sur les propos de M. Vivray, mais je me demande si on n'est pas là dans une des conséquences de ce qu'il expliquait brillamment sur le passage de l'être à l'avoir et sur le passage du besoin à l'envie. Car tout ça étant limité par la première réponse à votre première question, c'est-à-dire le pouvoir d'achat de l'homme travailleur à l'intérieur de l'entreprise. Parce que quand on constate qu'aux États-Unis, par exemple, il y a une amélioration aux États-Unis, que tout le monde porte au nu ou pas dans ce pays, en France, les avis sont partagés, entre 2000 et 2005, 8% d'amélioration de la productivité et un pouvoir d'achat des salariés qui est égal ou inférieur à 0, comme évolution en 5 ans. Le pouvoir d'achat restant le même, les envies développées par la publicité, en particulier les 700 milliards de dollars devenant de plus en plus grandes, eh bien, on est obligé de disperser ces achats, on est obligé de demander une baisse des prix, on est obligé d'aller vers le discount et peut-être, pourquoi pas, vers la gratuité ou vers une exigence de gratuité. Car la gratuité n'est pas une réalité économique, il n'y a jamais eu de nouvelle économie. Quand le chemin de fer a été inventé aux États-Unis pour remplacer la diligence, il a permis de transporter les marchandises plus vite, mais il n'a pas créé une nouvelle économie. Quand Internet permet de transporter la consommation de communication, d'information, de recherche, de lecture, de bibliothèques mondiales gratuites plus vite, beaucoup plus vite et chez soi, c'est pas pour ça qu'on a créé une nouvelle économie, d'où l'histoire de la bulle. On avait oublié que l'économie et les règles de l'économie restent les mêmes. Mais je crois que la vraie réflexion, c'est si la dictature, entre guillemets, du consommateur, c'est une caricature,
entraîne la gratuité, coincé de l'autre côté entre les dictatures de l'actionnaire qui veut de la rentabilité, du profit immédiat, et si on oublie que l'homme à l'intérieur de l'entreprise, eh bien, il est à la fois travailleur avec un pouvoir d'achat limité, mais aussi consommateur dès qu'il sort de l'entreprise, on n'en sort pas, c'est l'histoire du verre en plastique. C'est la parabole du verre en plastique. Patrick Vivray, un mot là-dessus, ou quelques mots là-dessus, à tout le moins, et après on prend la question de la salle. Mais la gratuité est d'un bon exemple de ce qui se passe quand une aspiration fondamentale dans l'ordre de l'être est détournée dans l'ordre de l'avoir. Parce que la gratuité est une des aspirations fondamentales dans l'ordre de l'être. Et elle a son référent dans la nature, puisque la nature ne se fait pas payer. Et quand les humains s'aiment, ils sont dans la gratuité. Toute la difficulté, c'est que l'humanité est une espèce qui ne s'aime pas. Mais quand on transfère cette aspiration fondamentale dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de l'avoir, eh bien, on a ce que vous décrivez, c'est-à-dire on rentre dans le domaine du faux gratuit. Alors, il y a 3 grandes modalités de faux gratuit. Il y a une vieille modalité dans l'histoire de la domination et de l'exploitation de l'espèce humaine par elle-même qui s'appelait l'esclavage, et qui s'appelle aujourd'hui le travail forcé. Il y a une seconde grande modalité qui reste toujours aussi actuelle, c'est le travail non rémunéré. Le principal s'appelle le travail domestique. Une étude de l'INSEE en France, il y a quelques années, a montré par exemple que le travail domestique représentait un total d'heures très supérieur au temps de travail au sens économique et statistique du terme. Et puis vous avez une troisième modalité de faux gratuit, c'est le gratuit payé par la publicité. L'exemple que vous donnez de la presse en est un très bon exemple. Et c'est là l'histoire de l'enjeu des 700 milliards de dollars. Parce que ce faux gratuit qui détourne de la demande d'être du côté de l'avoir nous coûte très cher. Le programme des Nations Unies pour le développement avait eu l'idée en 1998 d'établir d'un côté la somme qui serait nécessaire pour faire reculer la faim, permettre l'accès à l'eau potable, assurer les soins de base. À l'époque, ils avaient estimé qu'avec 40 milliards de dollars annuels supplémentaires, on ferait des progrès considérables. Ces 40 milliards de dollars, à l'époque, on ne les a pas trouvés. Mais à la même époque, en 1998, on en trouvait 10 fois plus. À l'époque, c'était 400 milliards de dollars, rien que pour la publicité. Et là, c'est effectivement un enjeu qui est colossal et qui est un enjeu économique, c'est-à-dire la réorientation des objets même de l'économie, des objets même de l'entreprise, c'est-à-dire le meilleur de la créativité de l'entreprise, mais mis au service d'un côté du défi écologique et de l'autre côté de ces demandes fondamentales dans l'ordre de l'être. Ça, c'est une question qui n'est pas simplement une question philosophique ou sociale ou environnementale, c'est pleinement une question économique et entrepreneuriale. Merci Patrick. Une question de la salle. De nombreuses mains se lèvent. Je vois une main, François Lemarchand. Il a une voix forte. Merci François Lemarchand. Xavier Fontanet, tout d'abord. Bon, alors, sur le problème du progrès, je vous suggère, cher monsieur, d'imaginer comment vous verriez si on était il y a 1000 ans.
je pense que vous ne seriez même pas vivant. Et donc, l'idée de dire que, à mon avis, l'humanité ne progresse pas, il y a bien sûr des erreurs et il y a bien sûr des bêtises par endroits, mais globalement, je crois que laisser penser que le monde régresse et qu'on vivait mieux à 500 ans. Alors, je vous conseille un très joli livre qui s'appelle, c'est le livre de Sire de Gonfreville, qui était je sais que certains l'ont peut-être lu dans la salle, c'était un aristocrate normand qui a écrit tous les jours ce qu'il vivait. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement riche à l'époque. Et c'est un livre passionnant parce qu'on voit comment vivait la moyenne des gens à cette époque. Alors ça, je pense que, bon, on est dans les domaines, je vais pas... mais je crois que laisser entendre que le monde régresse... Moi-même, je travaille beaucoup en Chine et en Inde. Bon, ça fait déjà 15 ans qu'on a monté nos premières usines en Chine. Ça fait 20 ans qu'on a mis nos premières usines en Thaïlande. Donc j'ai vu comment nos employés thaïs, en 25 ans, ont progressé. Ils venaient à pied, pieds nus il y a 25 ans. Et on a fêté aujourd'hui un enfant qui est devenu trader à New York, qui était le fils d'une de nos ouvrières. Donc je peux vous dire que quand vous voyez les progrès que le développement économique peut amener, je crois qu'on ne peut pas dire raisonnablement on va dans le mur. Donc voilà, c'est ce que je crois. Maintenant, chacun a tout à fait le droit de croire ce qu'on veut. Donc je pense que le monde avance. Les médicaments, on sait bien que la durée de vie maintenant, elle va vers 80 ans. Du temps de Sire de Gonfreville, je crois que la durée de vie, c'était on mourait à 40 ans. Alors peut-être que c'était mieux de mourir à 40 ans, mais enfin je pense qu'on serait moins nombreux dans la salle. Donc l'idée de dire que... bon là maintenant, c'est chacun a le droit attendez, chacun a le droit de croire et de penser ce qu'il pense, et puis tous c'est d'en débattre, et puis voilà. Et je respecte complètement votre opinion. Merci Xavier Fontanet. On écoute Christian Lajoux, et puis on prend une autre question. Sur les progrès de la santé, on pourrait en parler. Mais dans la poursuite du débat, parce que j'aime bien votre question, dans la poursuite du débat, il faut s'interroger. Quand on parle de rentabilité, première question, et je m'adresse aussi vers le philosophe, est-ce que la rentabilité elle est uniquement économique? Il faut aussi parler de rentabilité sociale. Il faut aussi parler de rentabilité scientifique. Il faut aussi, à mon avis, parler peut-être de rentabilité philosophique. Je pense que c'est peut-être un concept qui ne va pas vous plaire. Et quand on parle de progrès, donc ça, les questions se posent de la même façon pour le progrès. Le progrès, est-ce qu'il est uniquement technique? Bien sûr que non. Le progrès, il est intellectuel, le progrès, il est philosophique, le progrès, il est social. Donc, on n'est pas face à une bipolarisation entre, d'un côté, la rentabilité qui ne serait qu'une rentabilité économique et de l'autre côté, le progrès qui ne serait qu'un progrès technique. Je pense qu'on est confronté à une multitude de facteurs au sein desquels s'inscrit à un moment donné le progrès et la rentabilité. Et j'ai envie de dire en tant qu'industriel, même si je prends un petit peu de risque, que je ne suis pas sûr que quand on associe le progrès et la rentabilité, ce soit vraiment le fait de quelque chose de très planifié. J'ai plus l'impression que c'est souvent le constat du hasard, le constat de l'expérience et de l'expérimentation qui nous dit à un moment donné, eh bien finalement, le progrès que nous avons développé à ce moment-là a été quelque chose de rentable. En tout état de cause, c'est quelque chose que l'on vit au quotidien dans la recherche du médicament. Je pense que c'est pareil ailleurs. On cherche un médicament antihypertenseur parce qu'on pense qu'il y a là des besoins de santé auxquels il faut répondre, et puis accessoirement des attentes économiques, et puis on découvre un anticancéreux. Parce que, heureusement, ce monde est encore le monde de la nature, parce que malgré la montée en puissance de la technologie, eh bien, il y a toujours une place au hasard, il y a toujours une place à l'aléatoire. Merci Christian Lajoux. Un mot très court de Jean-Hervé et on prend la question de monsieur. Juste un mot. Moi, je rejoins tout à fait Xavier Fontanet. Xavier, chacun a sa définition du progrès. Il y avait chez les économistes, en une seconde, François Pérou définissait le progrès comme étant soigner les hommes, nourrir les hommes et leur permettre de vivre le plus longtemps dans des conditions d'autonomie. C'est une bonne définition. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer légitimement qu'il y a un retard par rapport à ça? En tout cas, c'est une question qui n'est pas évidente à trancher, et quels que soient les applaudissements nourris que votre intervention très remarquable a entraîné, ça ne me suffit pas intellectuellement. Sur le fond, j'allais dire, la question très limitée qui nous est posée, c'est est-ce que la rentabilité, c'est un monde dont la caractéristique aujourd'hui est celle de mettre en avant, plus qu'auparavant, plus qu'il y a 20 ans, plus qu'il y a 10 ans, l'idée que les entreprises,
cotés, non cotés, surcotés, tout ce que vous voulez, doivent donner des critères ou des signes précis de rentabilité. Est-ce que ceci permet d'aller plutôt dans une situation qui est plus favorable ou moins favorable? C'est déjà une question qui est très compliquée. Elle suppose effectivement qu'on ait au départ une définition à peu près précise du progrès. Moi, j'en ai une, Xavier en a une, tout le monde en a une, vous en avez une. Elles sont toutes honorables et elles sont toutes respectables, mais elles sont vraisemblablement divergentes. Et j'allais dire que, comme c'est très compliqué de se mettre d'accord là-dessus, ça nous prendrait quelques jours, mieux vaut, me semble-t-il, enfin c'est en tout cas l'objet de discussion, essayer d'articuler cette idée. Est-ce qu'aujourd'hui, le supplément de demande de rentabilité va plutôt vers un supplément de progrès ou de progrès tel que nous l'avons, que chacun l'a en tête, et par exemple l'idée que les gens vivent plus longtemps de manière plus autonome. Moi, j'ai tendance à penser que c'est une vraie question, que l'exigence de rentabilité est aujourd'hui excessive et qu'elle amènera la société, pas pour des raisons de réchauffement de la planète, je termine, mais pas exclusivement pour ça, parce qu'elle pousse, elle a une logique, qui est en réalité finalement peu propice au développement de l'humain. Quand on ne parle que de rentabilité, c'est sûr qu'on parle un peu moins d'humain, et que c'est à l'évidence ce qui est plutôt en train de se passer. Merci Jean-Hervé. Monsieur, s'il vous plaît. Moi, je voudrais reprendre un petit peu si vous pouviez vous présenter et parler fort et clair. Régis Delaunay-Belleville. Alors moi, je vais reprendre un petit peu l'exemple de M. Fontenay avec le verre en plastique, mais je vais prendre l'exemple de Bill Gates, là, alors je prends cet exemple, mais j'aimerais surtout avoir, moi, en première réaction, les chefs d'entreprise aussi, la réaction de Patrick Vivray, qui je le remercie pour avoir tapé dans le dur avec l'exemple du développement et de la publicité. Je trouve que c'est un éclairage humain et qui est quand même révélateur. Mais Bill Gates a gagné beaucoup d'argent, et je trouve que ce qu'il fait, la fondation, pour ce qu'il fait dans le monde, je trouve que c'est un bon exemple de dont on parle aujourd'hui. Ok, Microsoft, c'est peut-être pas propre pour tout, mais au moins les bénéfices, il en fait quelque chose de très bien avec sa femme. Hein. Je suis pas pro Bill Gates, mais moi j'ai analysé ce qu'il a fait. Il a donné une partie de sa fortune. Je trouve un exemple personnel pour dire je gagne de l'argent, mais voilà ce que j'en fais. Donc moi, je lui tire mon chapeau. Est-ce que vous pouvez pas d'idéologie, formuler votre question, monsieur? Voilà. Et ma question, j'aimerais que nos chefs d'entreprise alors nous parlent de leur responsabilité à eux, mais pas qu'à eux, aux hommes politiques, par rapport à l'exemple de monsieur Vivray sur la publicité et aussi sur la thématique d'aujourd'hui. Bill Gates, ce qu'il fait, est-ce que les entreprises pourraient ne pas faire la même chose, s'engager avec les bénéfices à faire des actions dont on parlait dans le tiers-monde, par exemple. Voilà. L'économie du don, ça c'est un sujet pour vous, Patrick. Vous avez réfléchi et travaillé là-dessus. L'exemple de Bill Gates, il vaut dans les deux sens. Bon, d'abord, il donne une information qui n'est pas nouvelle, mais qui se trouve confirmée dans l'histoire des sociétés humaines, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Puisque voilà la première fortune mondiale qui ne peut se réaliser complètement dans sa vie qu'en changeant de projet de vie. Donc ça, c'est une information qui n'est pas négligeable sur le plan anthropologique, parce qu'elle renvoie à une question fondamentale que Schumpeter avait posée, qui disait le capitalisme ne se détruira jamais du fait de ses contradictions économiques. Ça, c'est l'erreur des marxistes de le croire, parce qu'au contraire, il se nourrit de ces contradictions économiques. En revanche, le capitalisme est directement menacé par sa pauvreté sur le plan civilisationnel. Parce que vous ne pouvez pas durablement fixer comme objectif à des collectivités humaines le simple appât du gain. Bon. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il est en train de se produire pour le capitalisme un phénomène de même nature que ce qui s'est produit pour le communisme, c'est-à-dire le dérapage, l'excès et la démesure dans l'ordre de la richesse, de la même façon que le communisme avait dérapé dans l'excès et la démesure du côté du pouvoir, est en train de produire des phénomènes de même nature. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est très bien que des Bill Gates fassent don d'une partie de leur fortune à des œuvres qu'ils méritent, mais il n'y a de progrès social que lorsque l'on passe de la charité à la solidarité.
l'une des grandes conquêtes des sociétés démocratiques, ça a été de construire des systèmes de régulation, des régulations aussi douces et aussi peu bureaucratiques que possible, certes, mais des systèmes de régulation qui, effectivement, permettent le passage de la charité à la solidarité. Donc, par exemple, de créer des modes d'incitation fortes, tels que, au lieu d'avoir un Bill Gates ou quelques dizaines de Bill Gates, une bonne partie des réinvestissements dont Jean Hervé nous a rappelé tout à l'heure qu'ils n'allaient pas vers l'économie productive, qu'ils allaient pour une bonne partie vers le rachat d'actions, vers les dividendes, soient effectivement orientés de façon à ce que ces luttes fondamentales sur le terrain de la faim, le terrain de l'eau potable, le terrain des soins de base, le terrain du logement, qu'il y ait réorganisation. Nous sommes avec le collectif Richesse à l'origine d'une proposition qui s'appelle le revenu maximum acceptable et qui s'inspire de quelqu'un qui n'était pas particulièrement alternatif, puisqu'il s'agit d'Henry Ford. Henry Ford estimait qu'une entreprise était menacée dans sa substance même quand l'écart entre le plus bas salaire et le salaire du PDG dépassait 1 à 10. Henry Ford. Bon. Nos sociétés sont aujourd'hui menacées par une démesure tout à fait obscène des revenus, qui n'est plus simplement un problème de justice sociale, mais un problème d'ordre public. J'habite Nanterre, je peux vous dire que l'argument principal des dealers dans les cités pour inciter un jeune à rentrer dans le circuit de la drogue, c'est de lui dire « tu serais trop bête de vouloir mettre 1 mois alors que tu pourrais le gagner en 1 heure. Prends l'exemple du journal télévisé d'hier soir et au choix, le grand patron avec ses stock options, le footballeur, etc., etc. Ça devient un problème d'ordre public. Donc les propositions que l'on fait, par exemple, dans ce collectif, c'est un système radical, mais avec des mesures très libérales, du type les fondations, justement, en disant, au-delà d'un certain plafond de revenus, où il est évident qu'aucun travail, aucun mérite, aucun effort ne peut justifier des inégalités de cette importance, au-delà de ce plafond de revenus, vous avez la possibilité de réinvestir cet argent dans des activités d'utilité écologique, d'utilité sociale, d'utilité économique si elles sont créatrices de richesse et d'emploi, mais vous avez à ce moment-là un mécanisme régulateur, et il faudra évidemment que ce mécanisme régulateur soit de plus en plus international. C'est pour ça que l'Europe a un rôle décisif à jouer dans cette proposition, que ce mécanisme régulateur soit au service de processus de créativité qui, à ce moment-là, feront qu'au lieu que les Bill Gates soient de pures exceptions, ça deviendra de plus en plus une évolution plus générale. Merci Patrick. On va prendre une autre question. Monsieur, s'il vous plaît, et puis madame ensuite. Oui. Michel Valrave, ancien directeur général adjoint de la SNCF. Je crois qu'on a touché un point essentiel du débat lorsque M. Lajoux a réagi à la première question de la salle. Parce que je crois que peut-être que dans la première partie du débat, on a trop mis l'accent sur la rentabilité financière du point de vue de l'entreprise et peut-être pas assez sur la notion de rentabilité sociale. Or, je crois que les deux sont essentiels. Et il me semble qu'une des questions qui se pose, c'est dans quelle mesure la rentabilité financière pour l'entreprise, ou mieux peut-être sa rentabilité économique, parce que le concept de rentabilité financière lui-même est sans doute un peu discutable, coïncide avec sa rentabilité sociale. Et une des grandes questions, à mon avis, c'est comment faire en sorte, et c'est la responsabilité du pouvoir politique, comment faire en sorte que la rentabilité financière des entreprises prenne bien en compte tous les éléments qui rentrent dans l'évaluation de la rentabilité sociale. Donc c'est une question que je pose à l'ensemble du panel. Qui souhaite? Xavier Fontanet souhaite vous répondre. Oui, je vais peut-être... il y a beaucoup de sujets donc, et peu de temps. Bon, le concept de rentabilité sociale, c'est un concept que je ne comprends pas. Hein. Et d'ailleurs, dès qu'on met le mot social à côté de quelque chose, en général, on dénature la nature du
quand on le met à côté parce qu'on peut tout et rien dire. Alors, ce qui est clair, c'est qu'à travers la question, c'est l'idée que quelque part, la société, et je crois que c'est une société, c'est un cas français, quelque part, on a une période un petit peu difficile qui est liée au phénomène de la mondialisation. Et évidemment, on accuse tout de suite l'entreprise. Hein, on va tout de suite dire, en fait, l'équilibre social n'est pas très bon. Ben, évidemment, il y a les grands profits du CAC 40. Et on va tout de suite accuser l'entreprise. Et je vous proposais simplement de réfléchir. Je ne prétends pas avoir raison, mais je voyage beaucoup. Hein, et si l'or, on est à 90% en dehors de France maintenant. Et je peux vous dire que je fais du kilomètre, je fais 600, 700 000 kilomètres par an. Bon, je reviens des États-Unis hier matin. Donc je vois beaucoup de situations. Et il est évident que nous avons un phénomène ici qui est très important, qui est le phénomène de l'État, beaucoup trop développé, qu'on a appelé État-providence, qui fondamentalement est un État dans lequel la fiscalité est arrivée au record du monde de très très loin. Et tous ceux qui suivent les chiffres de près savent que cette année, notre économie a cru à 2%, mais les recettes fiscales ont cru à 7%. Personne n'a fait la remarque, alors que c'est évident que les impôts ont énormément monté. Pourquoi est-ce que le pouvoir d'achat descend? C'est évidemment qu'une fois qu'on a enlevé les prélèvements de l'État, ben la partie après prélèvement, elle descend. Et donc, je pense que, je ne prétends pas avoir entièrement raison, mais ce que j'observe dans le monde entier, c'est que toutes les sociétés dans lesquelles l'État se retire sur le domaine régalien, remet dans les individus une partie des décisions, notamment la charité, parce que les impôts sont devenus absolument effarants. Il y a beaucoup de gens qui payent, moi je paye plus d'impôts que j'ai de revenus, je pourrais vous expliquer pourquoi. Hein. Et quand on fait les mécaniques, on arrive à ça, c'est-à-dire que les revenus que vous voyez, c'est plus petit que les impôts que je paye. Donc c'est pour ça qu'une certaine partie des gens sont obligés de partir. Ça, on pourra, si on a le temps, d'expliquer. Et le problème, c'est que ça prive toute la générosité, notamment. Puisqu'à partir du moment où la pression est extraordinairement élevée, il n'y a presque plus rien. Alors, je ne veux pas aller jusque-là, je vais trop loin. Mais on est en train, l'État est en train de se substituer à la générosité. Alors, je donne ça comme idée. Je ne prétends pas avoir entièrement raison. Mais il est assez intéressant de voir que dans les États-Unis, qui ont beaucoup de défauts, mais un pays dans lequel la fiscalité s'est complètement effondrée, quelqu'un comme Bill Gates, naturellement, et là, je ne vous suivrai pas tout à fait en disant que c'est le signe d'un manque. Brièvement, s'il vous plaît. Je pense que Bill Gates est quelqu'un de très bien. Et il faut dire que son acte, c'est de la charité. Et il ne faut pas dire que c'est un manque. Et je pense qu'il faut méditer. Alors, je ne prétends pas avoir raison, mais je prétends qu'il faut simplement et modestement méditer sur le sujet. Et c'est très bien qu'on communique sur ce que fait Bill Gates. Hein. Voilà. Merci. Madame. Oui, depuis plus de 20 ans, on est entré dans une... On vous entend très peu. Merci de vous présenter et de parler le plus fort possible. Daniel de Gramont, je m'occupais de médias précédemment et je suis retraitée maintenant. Depuis plus de 20 ans, on est entré dans une zone de compétitivité effrénée à tous les niveaux. Bon, bien sûr, tous les moyens de communication, que ce soit Internet, que ce soit l'avion, etc., ont favorisé les échanges extrêmement rapides. Mais il y a un sujet que l'on n'a pas du tout abordé et qui me semble pourtant très important, c'est le côté du resserrement de la période que l'on considère. Avant, dans les entreprises, on faisait des plans qu'on appelait des plans à court terme, à moyen terme ou à long terme. Bon, maintenant, on travaille beaucoup plus uniquement dans le court terme, dans l'éphémère. Donc on s'aperçoit évidemment que cette vision à court terme a des effets extrêmement pervers, parce qu'au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, on voit qu'il y a un certain nombre de choses, de mesures ou de décisions que l'on n'aurait pas dû prendre de cette façon-là, sous la pression d'événements un petit peu resserrés, et qu'il aurait peut-être fallu avoir une vision un petit peu plus lointaine. Donc j'aimerais savoir ce que toutes les personnes qui sont à côté de vous pensent de cette manière de rééquilibrer vers une vision un petit peu plus long terme. Voilà. Merci Madame. Yves de Chaise-Martin, Jean-Hervé Lorenzi sur cette question. Est-ce qu'effectivement l'horizon temporel des entreprises s'est raccourci, sachant que celui du progrès reste dans bien des cas celui du long terme? Donc, moi, d'un mot, pardonnez-moi de revenir à l'histoire précédente. Il y a une chose sur laquelle je ne peux pas être d'accord avec M. Vivray, c'est quand il dit que l'argent ne fait pas le bonheur dans le cas précis de Bill Gates, car c'est un procès d'intention. Peut-être que le bonheur de M. Bill Gates, c'est précisément de faire ce qu'il fait de cet argent. Et vous ne pouvez pas dire qu'il a fait ça parce qu'il n'était pas heureux. Vous n'en savez rien. Peut-être que c'était le but de sa vie. J'en sais rien. Je ne le connais pas et je ne sais pas ce qu'il en pense. Mais l'argent, sous cette forme-là, peut avoir fait son bonheur. Je ne crois pas que le tempo de l'entreprise soit passé du long terme au court terme.
Je pense que, madame, c'est le tempo de certains actionnaires, de certains comportements d'analystes financiers ou autres chasseurs de profits à court terme immédiat. C'est encore une fois le fonds d'investissement qui garde l'action d'une entreprise 7 mois en moyenne, qui ne va pas raisonner sur le long terme. Bon, mais après tout, il permet... C'est une durée qui a d'ailleurs diminué, et qui diminue sans cesse. Pardon, alors ma statistique est probablement déjà non, ancienne. Elle est tout à fait juste, mais on est parti de 11 mois il y a quelques 15 ans, et on est aujourd'hui à l'ordre de 6 mois. Je crois à nouveau que l'entreprise, elle est par définition forcément, naturellement, dans le long terme, et que le chef d'entreprise, il doit se comporter comme s'il était là pour l'éternité tout entière, même si son actionnaire le vend le lendemain matin. Je crois que la rentabilité financière... on a parlé de rentabilité sociale, moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je crois qu'il n'y a pas de rentabilité financière sans progrès social. Je crois que la valeur humaine, à nouveau, à l'intérieur de l'entreprise, est la clé de la rentabilité. Parce que s'il n'y a pas d'hommes et de femmes qui créent à l'intérieur de l'entreprise personne morale, eh ben, il n'y aura pas de clients, parce qu'il n'y aura pas de produits, il n'y aura pas de création de valeur, il n'y aura donc pas de rentabilité financière. Je crois à nouveau que l'homme et la femme sont au centre de tout ce qui doit se passer demain. Et ça, c'est à durée de vie humaine, de pensée humaine, de projection humaine. Et c'est donc, il paraît qu'on va vivre plus longtemps. Et donc, ça va être encore plus long qu'aujourd'hui. Merci Yves de Chaise-Martin. Il nous reste 4 minutes pour écouter Jean-Hervé, Christian Lajoux et Patrick Vivray. Donc, vraiment, je vous demande un effort de concision. Juste un mot. Dans la discussion que nous avons, ce qui me paraît important, c'est de repérer ce qu'il y a de spécifique dans la période. Ce qu'il y a de spécifique dans la période, ce n'est pas tellement le rapport à l'espace. N'oubliez jamais que la première mondialisation, celle de la fin du XIXe siècle, était plus importante que celle que nous connaissons. Nous avons connu une mondialisation beaucoup plus forte que ce que nous connaissons. C'est le rapport au temps, madame, vous avez tout à fait raison. Alors, Yves a évoqué le problème de ce qu'on appelle le private equity. C'est vrai que la question qui se posera dans notre monde, c'est de savoir si, dans les partenaires d'une entreprise, là où les gens travaillent, si on peut remettre du lest au temps. C'est remettre partout du temps, donner du temps au temps, comme disait je ne sais plus qui, mais enfin plus exactement je le sais, mais pour ne pas biaiser la discussion, la polluer par rapport à mes camarades. Et donc, vous avez totalement raison de dire que c'est ça le sujet. Il n'est pas dans le fait qu'il y a Internet, il est dans le fait que la température augmente, mais c'est, à mon avis, ça c'est pas facilement soluble. Il est dans le fait de remettre du temps à la décision, du temps à l'espace des gens, parce que les gens ont besoin non seulement d'être, mais on ne peut pas être dans un espèce d'univers de zapper comme aujourd'hui, au fond, le monde nous amène à l'être. Merci Jean-Hervé. Moi, je suis d'accord avec vous, madame. Brièvement. Il y a effectivement aujourd'hui un changement de rythme dans nos entreprises. Et il y a des cycles qui ne cohabitent pas. Il y a le cycle économique, il y a le cycle de la recherche qui ne cohabite pas nécessairement avec le cycle politique, qui ne cohabite pas, parce que j'insiste, moi toute ma vie je me battrai pour associer l'économique et le social, qui ne cohabite pas avec le social, parce que je voudrais qu'on m'explique comment on fait de l'économique si on ne fait pas du social, et je voudrais qu'on m'explique comment on fait du social si on ne fait pas de l'économique. Donc il y a aujourd'hui un télescopage entre les différents cycles auxquels sont confrontés les industriels. C'est ce qu'on appelle le changement de business model international. Alors c'est un mot affreux, c'est un mot terrible, mais nous sommes tous confrontés à ça aujourd'hui, et nous n'avons pas de visibilité. Merci. Patrick Vivray. Je crois que le rapport au temps est effectivement la question la plus décisive. Et ce temps-là, quand on le prend dans une vision mondiale, ce à quoi normalement la mondialisation économique devrait nous inciter, nous amène à voir que le temps de l'humanité pourrait être un temps court. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas capables de réagir positivement à un certain nombre de grands défis sur lesquels l'humanité pourrait risquer la sortie de route, cette espèce qui est une espèce très jeune par rapport à d'autres mammifères est une espèce dont l'aventure n'est pas assurée. Et donc, si on prend la question du temps en ces termes, on voit bien que, paradoxalement, l'accélération permanente est une des sources des difficultés que rencontre l'humanité, aussi bien dans son rapport à la nature, défis écologiques, que dans son rapport à elle-même.
défi anthropologique. Toutes les traditions de sagesse, ont fait du rapport au temps la question cruciale. Si nous ne créons pas des conditions pour passer de l'attention avec un T, l'attention du stress, l'attention de la course, l'attention de la compétition, à l'attention avec un A, c'est-à-dire la qualité de présence, qui est justement le mouvement dans l'ordre de l'être, eh bien, à ce moment-là, nous risquons d'avoir des rendez-vous critiques. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin, moi ça a été l'objet de ma mission ces dernières années, de nouveaux instruments, aussi bien du côté des comptabilités publiques que des comptabilités privées, de nouveaux instruments pour qualifier la richesse. Parce que nous ne pourrons pas aller vers un développement humain soutenable, ce que toutes les conférences internationales nous disent, si nous continuons à avoir des instruments de bord qui nous incitent à aller dans la direction inverse. Quand Jacques Chirac dit à Johannesburg « la maison brûle, mais nous regardons ailleurs », l'une des raisons majeures pour lesquelles nous regardons ailleurs, et même nous sommes en train de mettre de l'huile sur le feu de la maison qui brûle, c'est parce que nos indicateurs de richesse nous incitent à regarder ailleurs. Donc la question de la rentabilité, il faut aussi la revisiter du point de vue de la nature de la mesure, pour se dire comment dans le rapport au temps, justement, la nature de nos actions présentes, parce que la rentabilité, c'est un rapport entre de l'investissement dans du temps présent qui est destiné à produire de la richesse dans du temps futur. C'est-à-dire la première rentabilité de ce point de vue-là, c'est la rentabilité de la nature. Vous semez une graine, ça donne un arbre, extraordinaire rentabilité. C'est la rentabilité de la vie humaine, et l'amour humain de ce point de vue-là est absolument extraordinaire. Et la rentabilité économique, elle court loin, loin, loin derrière la rentabilité écologique et la rentabilité anthropologique. Eh bien, aujourd'hui, le carrefour d'un développement humain soutenable, c'est effectivement de dire quels sont nos nouveaux instruments d'évaluation de la richesse qui nous permettent d'être en accord avec une rentabilité compatible avec ce développement humain soutenable. Merci Patrick Vivray. Nous arrivons au terme de ce débat. Merci à vous tous. On a justement essayé de passer de la tension à la tension grâce à nos intervenants. Bonne cité et bon week-end à vous tous.